Le trafic des esclaves est interdit par l'article 12 des statuts de la Compagnie des Indes. Le trafic des esclaves commence vers 1690, à la suite de la venue de quelques négriers interlopes. Entre 1689 et 1697, aucun navire de la Compagnie des Indes ne toucha l'île. En 1699, un navire anglais mit à terre ses esclaves, et en 1702, un navire écossais vendit à Saint-Paul 16 malgaches, moyennant 100 écus. Dès 1701, De Villers, voulant fournir de la main-d'œuvre à ses 500 administrés, commença à faire venir des malgaches qui étaient vendus à raison de 300 livres l'homme, 200 la femme et 150 l'enfant. La législation concernant l'esclavage n'apparaît que sous forme d'ordonnances des gouverneurs publiées en 1704, 1705 et 1706. Ces ordonnances prévoyaient d'une part des peines de fouet, chaînes, mort pour les esclaves coupables de vol, d'incendie volontaire ou de marronnage, d'autre part la privation du droit de propriété du maître qui maltraitait ses esclaves. Certains propriétaires auraient privé de nourriture les serviteurs dont ils auraient voulu se débarrasser, les contraignant ainsi à devenir marrons dans l'espoir d'en toucher le prix lorsqu'ils seraient repris et condamnés pour marronnage. Il y avait certainement des abus criants. La majorité des premiers colons avaient encore en mémoire en 1675 les malgaches de Bourbon, voulant imiter leurs congénères de Fort-Dauphin, avaient projeté d'assassiner tous les Européens à l'exception du chirurgien et de l'aumônier. L'officier de Sainte-Suzanne et un habitant avaient été tués, mais ils n'avaient pas eu le temps d'aller plus loin. La révolte avait été réprimée. Les colons ne tenaient pas à être entourés d'une multitude d'esclaves prêts à se rebeller. En 1678, sous De Florimond, ils avaient même écrit à Colbert pour lui demander l'autorisation de se défaire des, je cite, Madagascarins. Jusqu'en 1715, la population reste équilibrée au profit des Blancs. Sur 1157 personnes, on comptait 623 Blancs pour 534 Noirs. Retour en arrière. L'esclavage existait avant l'arrivée des Européens dans l'océan Indien. Quand ceux-ci entrent en contact avec des peuples à partir de la fin du XVe siècle, ils se voient proposer des esclaves comme objet de commerce et d'échange, parmi d'autres, entre guillemets, marchandises. Sur la côte d'Afrique et à Madagascar, le plus souvent, les traitants européens ne capturaient pas eux-mêmes les esclaves, ils les achetaient aux peuples autochtones. L'esclavage est pratiqué sur les rivages de la Méditerranée depuis l'Antiquité, ainsi qu'en Afrique, sur la côte ouest et est. La plupart des colons de Bourbon du XVIIe siècle ont été en contact avec l'esclavage pratiqué à Madagascar, avant même d'avoir foulé le sol de Bourbon et de s'y installer comme cultivateurs. Les femmes malgaches d'Antoine Payette et Georges Damour, avant leur mariage et leur départ à Bourbon, sont nées et ont grandi dans une société pratiquant l'esclavage où leur famille employait très probablement des individus appartenant à la population servile. C'est probablement le cas de l'immense majorité des Malgaches introduits de tout temps à Bourbon. Des propriétaires d'esclaves dans la Grande Île ont pu se retrouver, par le jeu des guerres internes, prisonniers puis asservis à leur tour et vendus, soit à d'autres Malgaches, soit à des traitants arabes et européens, voire indiens. La mise en place progressive de l'esclavage à Bourbon au XVIIe siècle n'est pas un fait étrange et inhabituel, importé de l'Atlantique et de la Méditerranée par les Européens. L'esclavage faisait partie du quotidien des peuples de l'océan Indien. Tous connaissaient son existence. À partir du XVIe siècle, les puissances maritimes européennes développent l'esclavage sur une partie importante des Amériques. Le développement de l'esclavage à Bourbon apparaît dès le XVIIe siècle, plutôt comme un réajustement, une normalisation par rapport à ce qui se pratique dans ce domaine dans l'environnement géographique de l'île. La première traite officielle d'esclaves sur instruction directe de la Compagnie des Indes est faite en 1718 par le courrier de Bourbon. Elle se solde par un échec. Il faut attendre 1721 pour que l'Indien rapporte des esclaves du Mozambique à Bourbon. C'est un ordre des directeurs parisiens. Les statuts, ordonnances et règlements de la Compagnie des Indes de 1664 précisent qu'il est très expressément défendu de vendre aucun habitant originaire du pays comme esclave, ni d'en faire trafic sous peine de la vie. Cela concerne l'île de Madagascar et les îles adjacentes. En 1665, la Compagnie des Indes recrute des colons pour peupler Bourbon. Elle demande des artisans et des paysans. Elle ne cherche pas de commandeurs, encore moins des gestionnaires de plantations ou de gros propriétaires ayant les moyens financiers pour acheter des esclaves et les faire travailler sur de grands domaines. En effet, le roi de France, en colonisant Bourbon, ne peut nourrir d'autre ambition que d'y voir naître une société paysanne traditionnelle, bâtie sur le modèle français. Ça, c'est la théorie parisienne. Mais le personnel de la compagnie qui opère dans l'océan Indien
a ainsi des consignes précises auxquelles il doit se conformer. Les employés sur place vivent au cœur de l'action, dans des situations parfois imprévues. Elles réclament de leur part des prises d'initiative, parce qu'à cause de la durée des voyages, ils ne peuvent en référer à temps à leurs supérieurs parisiens. L'éloignement de l'autorité pourrait avoir favorisé chez les agents de la compagnie des petits arrangements ou quelques trafics variés permettant des gains supplémentaires qui ne prêtent pas à conséquence dans la mesure où ils demeurent ignorés le plus longtemps possible. Ce sera par exemple le cas du capitaine Beauregard en 1673, du gouverneur Desforges-Boucher, ancien esclave lui-même, en 1725, ou de Mahé de la Bourdonnais en 1735. Les 10 Malgaches qui avaient accompagné les 2 Français à Bourbon en 1663 étaient venus de leur plein gré, sans aucun doute, tout comme ceux qui les suivirent jusqu'en 1674. Il n'est pas impossible que certains de ces premiers arrivants soient retournés à Madagascar à l'occasion d'une rotation entre les 2 îles. Les premiers individus non libres sont introduits dans l'île en 1672. Ce sont 14 Indiens faits prisonniers lors de la prise de Saint-Thomé. C'est une initiative personnelle de l'amiral Jacob de la Haye. Il a dû réagir à une situation imprévue et a improvisé cette solution, selon Olivier Fontaine, dans son livre « Histoire de la Réunion et des Réunionnais ». Toutes les introductions d'Indiens, de Malgaches et d'Africains dans l'île, jusqu'en 1707 et en avril 1710, sont le fait d'initiatives particulières dûant en majorité à des agents de la compagnie ou aux pirates et interlopes. Leur objectif est d'enrichir ceux qui les vendent, qu'ils soient pirates, capitaines de navires de la compagnie ou encore gouverneurs, et de satisfaire la demande croissante des habitants. La première arrivée massive de 21 esclaves entre 1696 et 1698 est à mettre au compte des Forbans. En 1702, les habitants présentent une requête au gouverneur de Villers par laquelle il lui indique le besoin où ils étaient de Noirs pour la culture de leurs terres, la compagnie ne leur en ayant point envoyé depuis qu'ils habitaient dans l'île. Toujours selon le livre d'Olivier Fontaine. En 1717, les habitants disent qu'ils n'ont pas le nombre d'esclaves suffisant pour la culture de leurs terres, mais en même temps ils ajoutent qu'ils craignent qu'un nombre plus grand d'esclaves ne les rende maîtres de l'île. C'est dire oui ou non tout à la fois, écrit la Compagnie des Indes. Il faut donc savoir à quoi il faut se déterminer, poursuit une instruction destinée aux autorités de Bourbon de la Compagnie des Indes. Car sans assez d'esclaves, point assez de culture. Finalement, les habitants de Bourbon ont préféré la solution d'importer des esclaves pour développer l'économie agricole. Ainsi, dès la fin du XVIIe siècle, l'esclavage règne désormais à Bourbon, à l'égal du reste de l'océan Indien. Mais cet esclavage revêt un aspect particulier, notamment parce que les couples qui s'installent dans l'île sont majoritairement composés d'Européens et de Malgaches, 15 couples, ainsi que d'Européens et d'Indiennes, 14 couples. Les couples d'Européens ne représentent que 8 unions. Le métissage s'est produit à Bourbon au moins jusqu'en 1687. Les métis, les plus nombreux parmi la première génération née à Bourbon, avec les enfants nés de couples d'Européens, établissent définitivement l'esclavage dans l'île et le pérennisent, suivant cela, l'initiative de leurs parents. Les esclaves de Bourbon, à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, avaient donc pour maître une majorité de métis, et parfois la veuve de l'un de ces couples mixtes originels, femme originaire de Madagascar ou de l'Inde, comme la population servile qu'elle dirigeait. Les Français qui sont arrivés ensuite n'ont fait que s'agréger à un système qui était déjà en place et qui fonctionnait. Les libres de couleur apparaissent à partir de 1709. Leur nombre augmente régulièrement au XVIIIe siècle. Affranchis ou indiens venus libres, ils possèdent aussi des esclaves. Ils n'imitent pas seulement les Blancs de Bourbon, ils imitent ce qui se fait alors partout au même moment dans l'océan Indien, Afrique, Madagascar, Arabie, Inde. L'esclavage à la Réunion n'oppose pas les Blancs et les Noirs. La domination n'y est pas l'apanage d'une couleur de peau. Il y a des maîtres blancs, des maîtres métis et des maîtres noirs. À mesure que l'on avance dans le XVIIIe siècle, comme Bourbon est française, il y a une majorité de blancs propriétaires d'esclaves. Mais non seulement il se trouvera toujours dans l'île en nombre croissant des maîtres qui ne sont pas européens, mais en plus à quelques centaines de kilomètres de là, à Madagascar, tous les maîtres sont noirs. Ni les maîtres ni la compagnie ne choisissaient les zones de traite. Elles étaient fonction des possibilités de la zone et ont souvent varié. Dans l'île, l'achat des esclaves dépendait principalement des opportunités offertes et des budgets disponibles, surtout chez les petits propriétaires. Ces derniers constituaient l'immense majorité des esclavagistes.
L'esclavage s'est fortement développé à Bourbon à partir de 1718, bien avant la paupérisation de certains des descendants des premiers colons à la fin du XVIIIe siècle. Tous les habitants installés dans l'île et leurs enfants créoles ont possédé des individus appartenant à la population servile. L'esclavage n'a donc pas concerné que les gros blancs, c'est-à-dire les membres de la sucrocratie. La réputation diabolique faite a posteriori à Madame des Bassins montre ce désir conscient ou inconscient de faire oublier tous les esclavagistes moins célèbres qu'elle, c'est-à-dire la plus grande partie des individus qui composent la population libre de l'île, avant 1848. De nos jours, la plupart des créoles de la Réunion sont métissés. Une majorité d'entre eux descend à la fois de l'esclave et du maître. Le sang des deux coule dans leurs veines.